Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, des trompes d'eau et un bref bain de foule pour Nicolas Sarkozy. Le défilé du 14 juillet a été arrosé par une pluie battante. Attraction cette année, les troupes de 13 pays africains ont participé à la revue. La marine israélienne encercle un cargo libyen qui voulait briser à son tour le blocus de Gaza. Aux dernières nouvelles, la bataille navale n'aura pas lieu. Le navire fait route vers l'Égypte. En France, la controverse autour de la banalisation des mentions au bac. Un lycéen sur deux en obtient une cette année. 7% des bacheliers ont une mention très bien. Des élus s'inquiètent d'une dévalorisation du diplôme. Notre enquête sur le développement des cosmétiques au masculin, anti-rides, anti-cernes, anti-âge, les hommes s'y mettent. Un nouvel Eldorado pour les grandes marques, c'est le dossier de cette édition. Un invité exceptionnel dans ce journal, on l'appelle l'extraterrestre, l'homme sans limite, Usain Bolt, le sprinter le plus rapide du monde et qui aime faire le spectacle sur la piste. À 2 jours d'une course à Saint-Denis, il sera en direct avec nous sur ce plateau dans un instant. Et puis une victoire portugaise sur le Tour de France, Paulinho l'emporte à Gap, pas de changement au classement général. Bienvenue dans ce journal et avant de développer ces titres, des images de ces trombes d'eau qui se sont abattues sur la France. Des orages violents ont traversé le pays. Il y a 2 blessés légers à Aumont. La circulation dans le métro a été perturbée à Paris et l'alerte est maintenue ce soir dans une trentaine de départements. Lionel Feuerstein, Antoine Morel. En quelques heures, il est tombé sur Paris à la mi-journée presque autant d'eau que pendant tout le mois de juillet. Du coup, la circulation a été fortement perturbée. Au nord de la capitale, l'autoroute A1 qui file vers Roissy a été coupée par les inondations, provoquant des embouteillages monstres. Depuis 1h30, on est bloqué. Ouais, on va à l'aéroport, je sais pas, on nous parle de canalisation qui a pété. Apparemment, c'est des tunnels qui sont inondés suite à l'orage. Voilà, puis on attend. Suite aux intempéries, des stations de métro ont été fermées et le trafic des lignes B et D du RER a été interrompu pendant plusieurs heures. Autre conséquence, cette fois inattendue, la fermeture de ce commissariat du 17e arrondissement. Inondé et privé d'électricité, les policiers ont dû transférer toutes les personnes gardées à vue dans d'autres établissements. Dans le nord de la France, les orages violents ont provoqué d'importants dégâts matériels. Des centaines de caves ont été inondées. Les habitants n'ont pas eu le temps de réagir. J'ai tout perdu dans la maison, la voiture, la moto. La ligne orageuse se déplace vers l'est. Météo France a maintenu son alerte vigilance orange jusqu'à demain matin pour 29 départements. Le soleil, lui, devrait revenir progressivement. Et c'est donc sous une pluie battante que s'est en partie déroulé le défilé du 14 juillet. Nicolas Sarkozy a réussi à passer entre les gouttes pour un rapide bain de foule. Loïc Delamornay, Loubna Anaki, Daniel Lévy. Survol des Champs-Élysées tendu pour les pilotes d'hélicoptères du défilé aérien. Dans la purée de poids, à quelques mètres les uns des autres, il faut de bons yeux et une vitesse ultra maîtrisée pour ne pas percuter l'escadrille précédente. La météo a gâché le pavé, mais pas la fête. Et ce ne sont pas quelques gouttes qui vont faire peur à ces commandos des forces spéciales. Comme le veut la règle, ils ont défilé le visage grimé pour préserver leur anonymat. Mais l'unité la plus à l'honneur cette année, et qui a eu le privilège de défiler en tête des détachements nationaux, c'est l'école des mousses. Elle a rouvert l'an dernier et offre à de jeunes recrues une nouvelle chance et un nouvel avenir. La marine a voulu en faire un symbole d'insertion et d'ascenseur social. Ses parents sont fiers de voir défiler leur fille. Beaucoup d'émotions, de la fierté. Elle avait tellement voulu défiler ce jour-là parce qu'elle pensait qu'à ça depuis 3-4 mois. Et parmi les gradins, que ce soit auprès de simples spectateurs ou de familles de militaires, le traditionnel défilé fait toujours autant recette. Vous êtes fiers de voir passer? Ah bah bien sûr. Les gens pleurent. Mon fils défile, il est en première année de l'école de l'air. J'ai fait 800 km pour venir le voir. Parmi les spectateurs, un petit nouveau. Il n'était jamais venu au défilé depuis 65 ans. C'est la première fois que je viens au défilé. Mon premier défilé, c'était le premier défilé de la Libération en 1945. Le général de Gaulle nous attendait là-bas. Malgré le mauvais temps, les avions ont pu survoler Paris, provoquant l'émerveillement des petits garçons. Plus rapide que ce qu'on vient de voir? Oui, plus rapide, comme les Alpha Jets de la patrouille de France, qui ont bénéficié d'une trouée de ciel bleu.
Même les parachutistes ont finalement pu être largués pour atterrir au pied de la tribune. Un proverbe africain a visiblement porté chance à l'édition 2010. La première dame du Burkina Faso qui était à ma gauche m'a dit qu'au Burkina Faso, lorsqu'il pleuvait pendant une cérémonie, c'était signe de chance. Avant de regagner l'Elysée, le président a tenu à saluer ses invités handicapés. Comment vas-tu? Dernier bain de foule du couple présidentiel place Beauvau avant de rentrer à l'Elysée, à pied, main dans la main. Et on l'évoquait hier, 13 pays africains étaient cette année les invités d'honneur. Les Amazones du Bénin ou encore les méharistes du Tchad ont donc défilé sur les Champs-Élysées. Renaud Bernard, Alexandre Moncaillot. Des uniformes différents. Une même musique. Les soldats des anciennes colonies s'apprêtent à défiler en frères d'armes avec les militaires français. Pour ces méharistes à l'uniforme azur, comme le ciel de leur pays, la Mauritanie, l'alignement doit être parfait. C'est une revanche sur l'histoire. 13 anciennes colonies d'Afrique paradent sous leurs propres couleurs devant leur chef d'État invité par Nicolas Sarkozy. En tête, les Amazones du Bénin à l'allure martiale sur les Champs-Élysées. Pour cette jeune femme du Congo-Brazzaville, c'est un moment historique. Super, je suis très excitée, je sais pas. Je tremble de joie, c'est trop beau. On rend hommage à l'indépendance qu'ont pris ces pays. Ici, c'est la fête nationale, mais pour les nations africaines, c'est également 50 ans d'indépendance qui sont célébrés. Je voudrais quand même me réjouir de cette occasion qui nous est donnée par la France, de nous faire l'honneur d'être ici pour assister au défilé du 14 juillet et surtout de faire défiler également nos troupes. Et il y a les troupes d'hier aussi, quand Nicolas Sarkozy vient saluer les vétérans qui se sont battus pour la France. J'étais très ému de voir les anciens combattants africains qui étaient là, les troupes africaines de pays. On parle le français. L'Afrique présente au-delà du défilé, avec les épouses des chefs d'État qui auront mis la tribune officielle aux couleurs de leur continent. Et nouveauté cette année, il n'y a donc pas eu de garden party à l'Elysée. En revanche, statut de la France oblige, des réceptions étaient organisées dans nos ambassades à l'étranger, comme ici à Pékin, mais l'heure est aux restrictions avec des buffets moins abondants. En 3 ans, le coût de la fête a été ici diminué des 2/3 et une célèbre marque d'anisette parrainait les festivités. Un nouvel élément dans le versant familial de l'affaire Bettencourt. Elle oppose, vous le savez, la milliardaire à sa fille qui accuse le photographe François-Marie Bagné d'avoir profité de la faiblesse de sa mère pour obtenir des dons d'1 milliard d'euros. Sa fille qui demande aujourd'hui un placement sous tutelle de Liliane Bettencourt parallèlement à l'enquête judiciaire. Liliane Bettencourt qui a accordé tout à l'heure une interview à nos confrères de France 3 Rennes. On l'écoute. Je suis à la fois peinée et vexée. Parce que je me dis, est-ce que vraiment, au bout de tant d'années, quelqu'un qui a vécu quand même près de moi, etc., a des réactions petites comme ça? Mais votre fille s'inquiète pour vous. Est-ce que vous le comprenez? Non, je m'inquiète beaucoup plus pour elle. Elle considère que vous êtes mal entouré. Elle pense qu'il y a une machination contre qu'elle votre s'occupe famille. d'elle-même. Pour vous, est-ce qu'il y a rupture aujourd'hui avec votre fille? Ah, c'est toujours très difficile de dire rupture, parce que c'est très difficile. Est-ce que finalement, le fait de refuser les expertises médicales n'est pas un mauvais calcul? Je veux bien avoir une expertise médicale, mais je ne veux pas qu'elle me l'influence. Ma vie, c'est ma vie. Ces écoutes révèlent que vous avez eu certains contacts avec le ministre actuel du Travail, qui fut ministre du Budget, Éric Woerth. Oui. Quelles sont ces relations avec Éric Woerth aujourd'hui? Non. Vous n'avez pas de relation? Non. Les propos recueillis par Nathalie Rossignol. Autre actualité de cette journée, cette nouvelle épreuve de force au large de Gaza. Un cargo libyen souhaitait briser le blocus, encerclé par la marine israélienne. Il a finalement renoncé et est en train d'accoster en Égypte. Martine Laroche-Joubert. En route pour briser le blocus de Gaza,
Ce cargo affrété par la Libye vient, semble-t-il, de se dérouter ce soir sur l'Égypte. À bord, 2000 tonnes d'aide humanitaire chargées samedi dernier dans le port grec de Lavrio par une dizaine de militants pro-palestiniens. C'est le fait de participer à une action qui est vraiment humanitaire. C'est ça en fait qui est devant. Un long périple à l'issue incertaine toute cette journée. Le port égyptien d'El Arish où la cargaison serait déchargée, ou bien un changement de cap vers Gaza et là, un arraisonnement par les Israéliens, ils ont prévenu, positionnés sur 4 navires de guerre. Dans le port de Gaza aujourd'hui, des Palestiniens patientés, sans trop d'illusions. Le blocus terrestre a été un peu allégé, mais d'autres cargos tenteront sans aucun doute de rompre à nouveau le blocus maritime de Gaza. Et par ailleurs, 1 mois et demi après l'arraisonnement sanglant de la flottille pour Gaza, l'armée israélienne admet pour la première fois des erreurs. Bonsoir Charles Anderlin, vous êtes en direct à Jérusalem. Un rapport vient d'être rendu, mais on ne peut pas parler de réelle remise en cause. Oui, tout à fait. Il y a quelques jours encore, l'armée israélienne affirmait que dans cette affaire, il n'y avait eu ni faute ni bavure. Mais une enquête interne dirigée par un général de réserve dresse un bilan quelque peu différent. Il y a bien eu des fautes professionnelles commises à l'échelon supérieur, notamment dans le processus de prise de décision. Par exemple, les généraux, l'amiral commandant la marine, ont autorisé l'abordage du ferry turc avec des forces insuffisantes. Résultat, les commandos israéliens se sont, selon l'enquête, retrouvés dans des situations où ils étaient obligés d'ouvrir le feu. Vous connaissez le bilan, 9 morts turcs et des dizaines de blessés. Pas de faute, seulement des erreurs professionnelles. Eh bien, cela veut dire pas de limogeage, pas de démission à l'état-major. Les choses risquent de changer dans quelques mois. 2 autres enquêtes, plus indépendantes, se déroulent actuellement en Israël. Charles Anderlin à Jérusalem. Merci Charles pour ces explications. À l'étranger encore, le retour d'une vieille tradition en Chine, celle des concubines. Cette pratique ancestrale interdite sous Mao renaît sous une autre forme. Des hommes de pouvoir et d'argent soignent leur image en entretenant une seconde épouse. Mais les femmes, vous allez le voir, ont de plus en plus de mal à l'admettre. C'est l'illustration des contradictions d'une société en pleine mutation. Enquête sur place, Pascal Golomer, Sylvain Gioux. Nous sommes à Dongguan, à quelques kilomètres de la frontière entre la Chine et Hong Kong. Un quartier résidentiel comme un autre, mais en apparence seulement. Juste devant, ce sont des appartements tout équipés qui sont alloués. Et là, il y a beaucoup de jeunes filles. Celles que notre chauffeur appelle jeunes filles sont en fait des arnai. En chinois, cela veut dire deuxième épouse, les concubines de la Chine d'aujourd'hui. Nous les avons filmées discrètement durant la journée. Aucune d'entre elles ne le dira, mais elles vivent ici grâce à la générosité de leur amant, homme d'affaires ou fonctionnaire marié, qui leur rend visite de temps en temps. Surtout le soir, après la journée de travail. C'est à ce moment-là qu'on aperçoit les couples illégitimes se promener main dans la main dans la rue commerçante. La Chine compterait plusieurs centaines de milliers de concubines aujourd'hui. Avec le développement économique, elles sont devenues pour les hommes chinois un signe extérieur de richesse et de réussite, qu'ils présentent volontiers à leurs amis, à leurs collègues de travail, durant les soirées dans les bars et les karaokés. C'est d'ailleurs dans ces bars que les jeunes filles arrivées des campagnes attendent la venue de l'homme providentiel, sous les yeux d'un personnel incrédule. Ces filles veulent toujours profiter de leur jeunesse et gagner un maximum d'argent et retourner ensuite au pays pour se marier. Mais les gens de leur famille ne savent pas ce qu'elles font. Elles disent toujours qu'elles ont un vrai travail. L'histoire ne se termine pas toujours aussi bien que ne l'imaginent les jeunes prétendantes. À Pékin, Maître Zhang reçoit régulièrement dans son cabinet d'avocats des concubines devenues victimes, comme Mademoiselle Li, deuxième épouse d'un petit fonctionnaire. Le jour où elle est tombée enceinte, elle se retrouva bien seule. Il m'a dit, je te donne une somme d'argent, le reste, je m'en fiche, tu te débrouilles. Mais pour moi, l'argent, ce n'est pas le problème. Ce que je veux maintenant, c'est le dénoncer auprès de son chef de service et que l'avocat m'aide à le faire punir. On accuse toujours les concubines d'avoir brisé un mariage, alors que le fait qu'un mari ait une concubine, ça c'est considéré comme naturel. Et moi, je trouve ça très injuste. Le sujet reste tabou. Ces images diffusées à la télévision chinoise firent donc sensation dans le pays.
L'épouse trompée est venue elle-même surprendre son mari au domicile de sa concubine. Et le voilà forcé de rejoindre le foyer conjugal, manu militari, sous les yeux des badauds. Celle qui a organisé toute l'opération, c'est Madame Zhang. Il y a 7 ans, elle a appris que son mari avait une seconde épouse. Depuis, elle mène le combat contre la tradition des concubines, en jouant les détectives bénévoles pour d'autres femmes trompées. Ce jour-là, elle part en filature avec l'une d'entre elles, direction l'appartement que le mari a loué à sa maîtresse. On vient chercher des preuves pour établir la faute du mari, qu'il soit puni par son employeur et que le divorce soit prononcé en faveur de l'épouse. Il nous faut des témoignages accablants. Mais ni mari, ni concubine à l'horizon. La mission peut prendre des mois, et encore, rien n'est jamais joué. Les juges sont souvent très indulgents à l'égard des maris. C'est bien ce que déplore Madame Zhang et ses amis d'infortune, qui se retrouvent certains soirs pour se remonter le moral. La loi existe, mais c'est juste un bout de papier. Dans l'administration, les règles sont pourtant formelles. Le fonctionnaire qui a une concubine doit être renvoyé. Mais quand j'ai montré à la cour les preuves concernant mon mari, avec les témoignages, les photos, cela n'a servi à rien. Madame Zhang rêve que le fait d'entretenir une concubine soit un jour synonyme de bigamie, puni par de la prison. Pour l'instant, en Chine, c'est surtout synonyme de pouvoir, d'argent, et cela ne semble pas près de changer. Retour en France avec la controverse autour de la banalisation des mentions au bac. Aujourd'hui, 1 lycéen sur 2 en obtient une. 7% des bacheliers du bac général ont décroché une mention très bien cette année. Et des élus s'inquiètent d'une possible dévalorisation du diplôme. Nabila Tabouri, Pascal Caron, Marianne Masse. Décrocher son bac avec une mention très bien, autrefois ça donnait droit aux honneurs. Recevoir son précieux diplôme des mains même du recteur d'académie. Aujourd'hui, point de photos dans le journal local, encore moins de médailles. Car les petits génies qui affichent plus de 16 de moyenne générale sont de plus en plus nombreux. En 1967, seulement 0,3% des bacheliers obtenaient la mention très bien. Aujourd'hui, ils sont près de 7%. L'explication est simple, le bac n'est plus un diplôme réservé à une élite, les candidats sont donc plus nombreux. Cette moisson de médailles ne cacherait-elle pas une baisse de niveau? Je pense que le bac n'est absolument pas dévalorisé, que ça reste un examen difficile à passer. Fort heureusement, beaucoup d'élèves le réussissent. Je ne vois pas pourquoi on aurait à se réjouir d'un grand échec au baccalauréat. Ce sénateur voit une autre explication. Les options facultatives présentées par les candidats gonfleraient artificiellement les moyennes. Le baccalauréat doit se juger d'abord sur les matières essentielles et les options peuvent permettre, si vous voulez, de mettre un petit peu de couleur, mais il ne faut pas que ce soit elles qui définissent le bac que vous avez obtenu comme particulièrement bon. Grâce aux options, cette année, 31 candidats ont fait mieux que bien. Ils ont obtenu une moyenne générale supérieure à 20. 20,57 pour le meilleur d'entre eux, un bachelier littéraire de l'Académie de Rennes. Il est 20h17, restez avec nous. À suivre, les hommes deviennent des femmes comme les autres. Les cosmétiques au masculin sont en plein boom. Pourquoi? C'est le dossier de cette édition. Le phénomène Usain Bolt, l'homme qui bouscule l'athlétisme par ses records et par son incroyable décontraction, est notre invité en direct sur ce plateau à 2 jours du meeting de Saint-Denis. Et puis nous irons aux Francopholies à La Rochelle où les anciens ont fait un carton hier soir à l'ouverture. Jacques Dutronc, Jacques Higelin sur scène, reportage dans un instant. D'abord donc, anti-rides, anti-âge, anti-cerne, on s'est habitué à penser que ces produits sont destinés aux femmes. Eh bien depuis 2 ou 3 ans, c'est chez les hommes que l'usage de ces crèmes ou de ces gels est en plus forte croissance, offensive commerciale ou tendance de société. Quand les hommes se font beaux, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Perrine Bonnet, Daniel Lévy avec notre bureau à Nice. Torse bombé, peau de bébé, abdominaux affûtés. Les magazines regorgent de ces clichés. Les femmes tiennent enfin leur revanche. Je trouve cette publicité très laide et que ça présente de l'homme une image ridicule. On est plus baigné dedans plutôt que la génération d'avant. Ils font de plus en plus de sport, ils ont envie de plaire, il n'y a pas que les femmes. Il y a donc une nouvelle génération d'hommes prête à se faire passer de la pommade. Anthony Debarge a 32 ans. Il est policier mais assume. Très relaxant. Il vient dans cet institut de beauté une fois par mois.
Ça varie, soit des soins du visage, ça peut être aussi des soins du corps, massage, qui permettent de se détendre. Comme lui, ils sont 20% à avoir recours à des soins du visage. Comme lui, c'est souvent leur femme qui les initie. C'est vrai qu'elle y va moins régulièrement, quoi. Elle ressent moins le besoin, quoi. Des hommes qui se bichonnent, le potentiel de ce marché donne le tournis. Sa croissance au niveau mondial serait 2 fois supérieure au marché féminin. Soins anti-rides, gommages, crèmes amincissantes, en 5 ans, les plus grandes marques s'y sont mises. Faut-il alors parler d'une féminisation de la jante masculine? Pas question, dit David Abiker, chroniqueur dans un grand magazine féminin. Ce serait même le contraire. La plupart des hommes qui utilisent ces produits, soit pour se sentir mieux dans leur peau ou plus beau, le font quand même pour affirmer une image d'eux-mêmes et entretenir une estime d'eux-mêmes qui n'est pas si éloignée de l'apologie de la virilité ou d'une certaine forme de masculinité. La formule magique des publicitaires, c'est de faire croire aux hommes que ces produits sont différents des cosmétiques pour femmes. On va avoir les mêmes bases, cependant les actifs et la forme réellement du produit va être adapté à la peau masculine, puisqu'on va avoir un produit qui sera moins gras, qui va sécher plus rapidement. Même molécule donc, mais texture différente. Les hommes préfèrent les gels aux crèmes parce que leur peau est plus grasse. Il a une hydratation qui est plus importante, il a une sudation qui est supérieure, qui sécrète un peu plus de sébum. Et donc tout ça va entraîner une adaptation des cosmétiques spécifiquement pour justement cet usage. Côté prix, pas de différence. Même si la clientèle masculine, débutante en la matière, a tendance pour le moment à débourser sans trop compter. Juste pour les soins, ouais, ça va être 100 € par mois. Après maintenant sur les produits, je vais facilement dépenser 50 € en plus des soins par mois, quoi. Enfin, côté efficacité, pas d'injustice. Ventre et abdomen nu. Les miracles que vendent ces nouvelles publicités 2 cm en 4 semaines ne sont pas plus réalistes au masculin qu'au féminin. L'actualité sportive avec, je vous l'annonçais, un invité de marque. Maintenant dans ce journal, à l'avant-veille du meeting Areva de Saint-Denis, Usain Bolt, le sprinter le plus rapide du monde, triple champion olympique, recordman haut la main sur 100 et 200 mètres. Vous êtes avec nous ce soir. Bonsoir, Monsieur Bolt. Je sais que vous aimez la France. Est-ce que vous parlez un peu français? Non, just bonjour. Bonjour, c'est tout. C'est déjà pas mal. La première chose que je voulais vous demander, avant vraiment de rentrer dans cette interview, c'est de nous montrer et nous expliquer ce fameux geste qui vous a aussi rendu célèbre et que vous faites avant ou après chaque course, et de nous expliquer ce qu'il veut dire. Vous pouvez nous le faire? Voilà. C'est simplement un signal que j'envoie au monde. Il y avait une danse en Jamaïque. Je suis allé aux Jeux Olympiques, j'ai gagné. Je voulais le faire, je voulais fêter les choses de manière personnelle. Donc voilà, c'est un signe personnel. C'est l'éclair, on dit que c'est l'éclair. Est-ce que ça a une signification? La rapidité? Non, to the world. It means me to the world. Non, c'est moi qui m'adresse au monde. D'accord. Alors vous n'êtes pas seulement devenu une star mondiale par vos performances, mais aussi par votre attitude, votre fameuse décontraction, alors que jusque-là, les sprinteurs aimaient jouer plutôt les caïds. On va voir quelques images avec Audrey Richier et Alain Locascio. On se retrouve juste après. En ces temps d'orage, ne cherchez plus où est tombée la foudre. La voilà. Usain Bolt, un coup de tonnerre sur l'athlétisme mondial, une révolution dans le sprint. Ce mec est incroyable, il est magnifique, magnifique, il n'a pas de limite. On attendait ça depuis longtemps, c'est le coup de jeune dont avait besoin l'athlétisme. De superlatif en éloge, s'il est un mot qui revient le plus, c'est la décontraction. Bolt le facétieux, Bolt le boxeur, Bolt le gamin. Le spectacle toujours avant. Je suis prêt, vous êtes prêts, alors on y va. Et après la course. Le sprint devient une danse, l'athlétisme une fête. À en oublier presque qu'Usain Bolt est l'homme le plus rapide de la planète. Jamais battu depuis 2 ans,
Il est champion du monde et champion olympique. Mais de retour au pays, pas question de jouer la star. Bolt retrouve ses parents dans l'épicerie familiale, puis fait un passage remarqué dans le club de son enfance. Là-bas, les apprentis sprinteurs ont trouvé leur modèle. I love Usain Bolt. He convinced us to go out for what we want and to do our best. Et dire qu'Usain Bolt n'a même pas 24 ans. Aux quatre coins de la planète, pourtant, l'éclair a déjà fait des petits. Voilà, ça va devenir un geste universel. Usain Bolt, on a l'impression que vous n'êtes jamais tendu, jamais stressé avant une course. Non, je ne sens pas le stress. En fait, c'est la clé de la vitesse. La plupart des gens sont trop tendus, donc ils font des erreurs. Quand on est détendu, c'est mieux. Voilà, donc je suis toujours prêt à courir. C'est amusant, c'est bien. C'est la décontraction qui vous fait gagner. Oui, quand on est détendu, c'est plus facile. Quand vous êtes énervé, angoissé, donc vous faites des erreurs, surtout en athlétisme. Et il faut vraiment être concentré et en même temps détendu, juste savourer le sport, savourer ce que l'on fait. Il y a une énorme marge aujourd'hui entre vos performances et celles de vos concurrents. Est-ce que vous êtes aujourd'hui imbattable ? Non, on peut tout à fait me battre, on ne sait jamais, on peut avoir des jours avec, des jours sans. Ça n'est pas encore arrivé. Pas encore. J'espère que ça n'arrivera jamais jusqu'à ma retraite. Mais bon, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je travaille, j'essaye d'être le meilleur et de rester le meilleur. Donc je travaille concentré. Alors je voudrais vous montrer une image, celle de notre champion à nous. Le Français Christophe Lemaitre, il vient de battre son record avec 9,98 et le monde entier a dit c'est le premier blanc à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Alors est-ce qu'il y a effectivement une différence, d'après vous, entre blanc et noir dans cette discipline ? Non, je ne pense pas. J'en parlais à mon agent l'autre jour, on parlait du même sujet. On disait que personne n'arrivait par exemple à courir de longue distance et puis un blanc est arrivé, ensuite les autres aussi, donc lui est arrivé à descendre en dessous de 10 secondes, donc les gens ont plus d'assurance et ils vont courir plus vite. D'ici quelques années, même cette année, je pense qu'il y aura davantage d'athlètes qui passeront en dessous des 10 secondes. Il n'y a pas de différence, c'est une question de travail et de concentration. En tout cas, ce sera l'un de vos concurrents après-demain lors de ce meeting à Saint-Denis. Quelle est la journée type d'Usain Bolt? On dit que vous avez des goûts assez simples. Oui, moi je suis décontracté. Quand je suis chez moi, je me lève assez tard, la plupart du temps. Je vais faire un peu de musculation. Je joue un jeu vidéo, je regarde la télévision et ensuite je m'entraîne 3 heures et puis je rentre. Ça dépend du jour. Peut-être que je joue au domino, des jeux vidéo, je vais au cinéma. Bon, voilà, décontracté. Et puis il y a une information qui fera plaisir à tous ceux qui ont du mal avec la diététique. Il paraît que vous mangez à peu près ce que vous voulez et que vous adorez les nuggets de poulet, les beignets de poulet, c'est vrai? C'est tout à fait vrai. Oui, j'aime bien les beignets de poulet, les chicken nuggets, ils sont faciles à digérer. Normalement, ça ne va pas avec l'entraînement. Mais bon, vous savez, quand on travaille, bien les calories s'en vont avec des sauces, c'est très bon. Alors vous n'avez que 24 ans, donc vous avez encore une longue carrière devant vous, mais on l'a dit, vous aimez faire le spectacle, vous aimez faire le show. Est-ce que vous pensez qu'un jour, après la course, après votre carrière sur les pistes, vous deviendrez un acteur, un chanteur? On sait que vous allez aussi animer une soirée au Platine demain à l'Hôtel de Ville de Paris. Non, je ne pense pas. Bon, l'athlétisme, c'est difficile.
Après, je vais faire un travail de bureau simplement et me reposer un petit peu, donc me détendre. J'essaye de gagner autant que possible pour pouvoir me reposer après la retraite. Bon, la musique, j'aime beaucoup. Il y aura un festival de musique jamaïcaine. Voilà, je voudrais bien participer demain. Merci Usain Bolt. Comment on fait donc pour la fin? Comme ça, hein? D'accord, ça marche. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Il y avait une effervescence comme on en voit rarement dans les couloirs de France 2. Merci. Du sport encore et en bref, le Portugais Paulinho, 30 ans, s'impose au sprint à Gap dans la 10e étape du Tour de France. Pas de changement au classement général. Le luxembourgeois Andy Schleck reste en jaune. Lance Armstrong est 31e à 17 minutes. Et puis un mot de football, c'était un secret de Polichinelle, c'est désormais officiel. Thierry Henry a signé aujourd'hui un contrat avec les New York Red Bulls. On ne connaît pas le montant de ce contrat. De la musique, puisque vous aimez ça, Usain Bolt, avec le rendez-vous incontournable de l'été, les Francopholies de La Rochelle. Le coup d'envoi était donné hier soir devant quelques 10 000 spectateurs par deux des derniers géants de la chanson française, Jacques Higelin, Jacques Dutronc. Sur place, Christophe Hérault, Yann Moine. Qu'est-ce qui fait donc courir des ados de 15-16 ans? Un rendez-vous avec Jacques Higelin et Jacques Dutronc. Pourtant, dans la foule... Higelin Dutronc, ça vous dit rien du tout? Non. C'est raté. Heureusement, certains ont révisé. J'étais la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie-Noël. Je m'appelais Jean Balthazar. J'étais la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Quand Jacques Dutronc a repris la route il y a 6 mois, ce n'était pas pour réactiver la lutte des générations. Non, mais je fais pas la tournée nostalgie là sur les paquebots pour retraités là, non. J'avais toujours dit que ce serait genre Tintin, ouais. 7,77. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures. Un concert de Dutronc, c'est 50 ans de carrière en 18 chansons, soit 18 tubes. Deuxième compère de la soirée, l'inusable Jacques Higelin, 70 ans dans quelques semaines, et pour être adoré par la jeunesse, il est venu avec sa fille Isia, nouvellement chanteuse. Je suis une groupie. Groupie de qui? De Jacques Higelin, la numéro 1. Cheveux au vent, battant les ailes, dans les courants ascensionnels, le givre et le gel, la neige... Un concert d'Higelin, c'est 2 heures d'énergie et d'un bonhomme radieux. Gravé dans le bleu du ciel. Tu peux juste que le recevoir et donner, donner, recevoir, recevoir et donner. Tu vois? C'est tellement beau, quoi. Hier soir au Franco, 10 000 personnes ont repris en chœur les chansons des deux Jacques. Ils ont feuilleté ensemble le livre d'histoire de la chanson française. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des informations que nous vous donnions tout à l'heure, cette vague d'orage qui a traversé la France avec parfois de gros dégâts et qui est en train de se diriger vers l'est du pays et notamment l'Alsace. Bonsoir Yvan Bacot, vous êtes à Strasbourg. À quoi s'attend-on ce soir exactement là-bas ? Écoutez David, comme dans le reste de la France, on s'attend ici à des orages dans quelques minutes. L'orage a commencé à arriver en Alsace il y a à peu près 1 heure avec des rafales de vent enregistrées à 100 km/h au point que la municipalité de Strasbourg ne s'interdit pas ce soir d'annuler tout simplement ou de reporter le feu d'artifice et le bal populaire qui est prévu dans quelques minutes. Ici on se veut très vigilant car ce soir en Côte d'Or, un homme est mort et 3 femmes ont été blessées avec la chute d'un arbre dans un camping. Merci Yvan. Et puis je vous rappelle qu'il y a 197 jours aujourd'hui que nos 2 confrères de France 3, Stéphane Taponnier, Hervé Guéquer, ainsi que leurs 3 accompagnateurs sont retenus en otage en Afghanistan. Nous avons une pensée pour eux. Merci à vous tous. Merci encore Usain Bolt. Tout de suite la météo, Tania Young qui nous annonce le retour mais timide du soleil. 20h35, un téléfilm Jeux et les vacances avec Stéphane Fraisse et Carole Richer. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.